Est-ce que le succès peut tuer? C'est à se demander. Sorti en 2004, l'album de Carla Bruni, quelqu'un m'a dit, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Cet extraordinaire accueil va tarir son inspiration. Elle ne peut ni composer, ni écrire. Petit miracle d'amitié, Marianne Faithfull lui offre des sonnets de Shakespeare et lui révèle la poétesse Dorothy Parker. Le désir lui revient. Cela donne No Promises, son nouvel album sorti chez Naïve, où elle interprète un florilège de poèmes anglo-saxons des 19e et 20e siècles. Dans son journal intime, Carla Bruni s'interroge sur la vanité de la séduction, nous dit ce qu'est pour elle le spectre de la mort. Elle démontre qu'en fin de compte, le succès ne détruit que ceux qui ne le méritaient pas. Carla Bruni, vous allez voir, est joliment vivante. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? L'image, c'est diabolique. Hein. Il faut essayer de la contourner quand on en a une et quand on communique à travers elle, comme je fais là maintenant. Il faut sans arrêt essayer de la mettre au placard, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un discours vaguement intéressant. Quoi. This no song of an ingenue, this no ballad of innocence, this the rhyme of a lady who followed ever her natural. C'est vrai que j'aime beaucoup les trois poétesses qui sont dans ce disque. Et Dorothy Parker est un personnage extraordinaire parce que c'est une femme qui a vécu dans la liberté avant son temps et qui a été une fantastique écrivain, une fantastique poétesse, mais aussi une grande journaliste connue pour la malice et l'ironie de ses articles et de son écriture et de son angle. C'est comme si Dorothy Parker avait vécu entourée d'un incroyable foisonnement de mondanité, de société new-yorkaise, de succès, de reconnaissance. Et après, lentement et plus tardivement, elle est rentrée effectivement dans une grande solitude, aussi peut-être une solitude liée à l'alcool. Je sais que c'est une femme qui a un petit peu sombré vers la fin de sa vie. Elle a presque plus écrit. Et en même temps, elle avait cette conscience sociale féministe et aussi sociale pour la justice, pour les droits. Donc il est écrit que toutes ses œuvres iront à la Fondation Martin Luther King pour la défense des colored people en Amérique. Donc elle a laissé quand même un héritage consistant de la part de cette femme au fond privilégiée, blanche, écrivain. Faithfull est une amie à moi. Au-delà d'être cette sublime chanteuse, cette sublime artiste, cette icône un petit peu que Marianne a été pendant longtemps. Elle est une des personnes les plus brillantes, les plus cultivées, les plus curieuses que j'ai rencontrées de ma vie. C'est tout à fait étonnant de voir une femme aussi belle, aussi douée, être en même temps aussi profondément intellectuelle dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire que c'est une érudite. Elle m'a tout expliqué, non seulement les poèmes et ce qu'ils disaient, mais aussi les poètes et comment ils vivaient, mais aussi les poétesses et ce qu'elles avaient fait ou pas fait. Je crois qu'une de ses plus grandes passions, après la musique, et c'est vraiment la littérature et la poésie. Et c'est une passion infinie pour elle, et donc je devais l'appeler My Dear Professor. Et regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Moi, je crois que l'apparence physique et la séduction n'ont pas grand-chose à voir. Heureusement. On est terriblement peu séduisant lorsqu'on est coincé dans son apparence ou dans son image. C'est plat, c'est triste et c'est loin d'être incarné. Il y a quelque chose de sensuel, de charnel dans la séduction et il y a quelque chose d'intelligent dans la séduction. C'est difficile de se juger par rapport à la séduction, l'image, le miroir ou tout ça. C'est quand même beaucoup de temps perdu. Hein. Beaucoup de temps où on ne lit pas de choses, on ne voit pas des choses, on ne comprend pas des choses, on ne rencontre pas des gens, où on n'apprend pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend devant un miroir? Rien. On apprend qu'on n'y arrivera pas.
On apprend qu'on n'y arrivera pas, ou à s'aimer ou à ne pas s'aimer. De toute façon, ne pas s'aimer ou s'aimer, c'est pareil, c'est un rapport à soi, c'est assez stérile, disons. Moi, j'ai traîné longtemps dans le monde de l'apparence, de la beauté, puisque j'étais mannequin pendant longtemps. Quand on comprend que la séduction, c'est le contraire, après, on évite les miroirs et on gagne de la substance. Il n'y a pas grand-chose sans substance. There is a wind where the rose won't. Cold rain where sweet grass won't. La mort, évidemment, si je dois, évidemment, j'ai perdu mon père et mon frère, mais c'est pas cette chose-là que j'essayais de mettre en avant quand je disais la fin de la jeunesse est reliée à la mort. Pour moi, à la mort en général, c'est-à-dire au spectre de la mort et au spectre de la mort des autres et au spectre de ma propre mort. Come, let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All that silk and satin gear. Crouch upon a stone. Pour moi, la fin de la jeunesse a été effectivement le début des morts des gens autour de moi. Ça a commencé par quelques amis, puis mon père, puis mon frère. Pour moi, c'est la fin de la jeunesse, la fin de l'insouciance. Pour moi, la jeunesse, c'est l'insouciance. Ce n'est pas avoir la joue rose ou pouvoir danser toute la nuit, regarder l'aube. Cette jeunesse-là, je l'ai encore dedans. Peut-être c'est avec cette jeunesse-là que j'écris. C'est très difficile de retrouver l'insouciance qu'on a quand on a perdu personne. C'est très très difficile. Et c'est très très difficile de garder l'insouciance quand tout le temps, à partir d'un certain âge, on commence à voir les gens partir. Très difficile. Il y a quelque chose de négligent dans l'insouciance de la jeunesse qui me manque beaucoup.